Armada. Bonsoir à tous, il y a une très bonne ambiance ce soir sur le plateau en tout cas. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Radio Armada. Je suis très heureux de vous présenter notre invité Olivier Chantreau, un garçon adorable qui va nous raconter plein de bonheur et du plaisir. Alors, enchanté et très heureux de te recevoir. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Écoute, en pleine forme. Quoi de neuf il fait beau, ça fait du bien de sortir. Il fait beau et ça fait du bien d'être avec toi, d'être dans ces jolis locaux avec cette belle équipe. Et merci de m'inviter. C'est normal, Olivier, parce que t'es une belle âme et puis t'as de l'actu. Mais avant de parler de l'actu, on va commencer par des petites choses que j'ai fouinées un petit peu. Donc, tu as grandi avec des parents qui t'ont bien éduqué, bien sûr, un frère que t'as beaucoup aimé. Qu'en reste-t-il de cette enfance, en fait ? Je vois que t'as déniché une interview où j'ai dit à peu près n'importe quoi. Voilà, mais bon, j'ai regardé sur pas mal de posts et tout, et je trouvais que c'était très touchant ce que tu disais par rapport à ça. Non, mais évidemment, j'essaie d'aimer mon père comme il se doit et ma mère aussi. Bonjour, s'ils m'écoutent, mais ils m'écoutent pas, je crois. Je sais pas où ils sont, mais je les embrasse très fort. Et oui, non, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ma famille ? Écoute, j'ai rien à leur reprocher de particulier, en tout cas pas à l'antenne. D'accord, ok. Mais en tout cas, t'as eu une enfance adorable, bienveillante. Non, c'est plus complexe, mais c'est plus complexe. Ouais, mais c'est de l'ordre de l'intime, mais c'est pas Cosette et tout va bien. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, tu es quand même été timide, mal dans ta peau à une époque. Ouais, très timide surtout avec les femmes et sinon j'étais plutôt. Tu t'es rattrapé ? J'essaye. T'as des infos. Mais non, j'étais très timide avec les femmes, beaucoup. Et les filles, du coup, à mon époque. Mais sinon, j'étais plutôt guéluron, j'étais plutôt le camp qui faisait rire les gens dans la classe. J'avais déjà cette envie comme ça d'être un peu un élément perturbateur. Mais avec les filles, c'était très compliqué. Ouais. D'accord. Et alors, quels étaient les moments déclencheurs pour vaincre ta peur, en fait ? C'est passé par c'est une sorte de courage, de saut dans le vide. On se dit qu'on peut pas rester comme ça en l'état, et puis c'est des histoires d'amour qui font qu'à un moment donné on se dit on va pas en rester là, on va peut-être parler à un moment donné, dire des choses, s'affirmer. Et c'est après le théâtre qui est profondément libérateur. Moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner justement beaucoup plus tôt à l'école. Ouais. Que c'est vraiment, je vois beaucoup d'enfants très mal dans leur peau, et quand on voit les miracles que ça peut produire sur certaines personnes qui sont mal dans leur corps, mal dans leur peau, mal dans leur expression, que ce soit dans la langue française, dans le rapport aux gens, etc. Je me dis que c'est vraiment une discipline qu'on pourrait enseigner beaucoup plus tôt. Ouais. C'est ça par rapport à, tu vois, ce que ça peut apprendre de la langue, ce que ça peut apprendre de l'histoire, ce que ça peut apprendre... Les bases. Vraiment, j'encourage Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si vous m'écoutez, faites du théâtre à l'école, c'est important. Alors, on va lui faire passer le message. En attendant, est-ce que tu aimes tout ce qui est un peu thérapeute ? Thérapeute, ouais, je les fuis parce que j'en ai vu quelques-uns quand j'étais petit et je les dirigeais vers ma mère. D'accord. Maman, si tu m'écoutes. Alors, oui, j'ai beaucoup de respect pour eux par contre. Voilà, parce que c'est surtout dans ces temps difficiles, les gens sortent d'un confinement, d'un reconfinement. Ouais. Écoutons justement une thérapeute, Dolores Guillemette, qui est une femme formidable et qui va donner des très bons conseils. Merci. Bonjour à tous, je suis Dolores Guillemette et je suis là pour vous présenter la méthode M. M, c'est un acronyme de accès intuitif, méthode épigénétique. Juste un point, vous dire, mais pourquoi on vient voir en fait un hypnothérapeute ou quelqu'un, un coach, une relation d'aide ? Alors surtout, on vient pour nous permettre d'avoir une opportunité de transformer ce qui ne nous convient pas. Voilà, ça c'est important pour moi de le préciser, parce qu'on n'est pas obligé de venir que quand on n'est pas bien. On peut aussi venir quand on est un petit peu dans des phases plus compliquées de vie, mais surtout, l'intérêt, c'est de
d'être accompagné pour redécouvrir ses talents et de libérer son potentiel. Alors, je vous parle rapidement de la méthode. La méthode, elle va être tournée et orientée vers les solutions. C'est des thérapies brèves qui vont prédisposer à un changement de paradigme. Et oui, on va utiliser l'hypnose, l'ethnomédecine, la bioénergétique et tout un tas d'outils de coaching qui vont vous permettre, en fait, surtout, c'est ça qui est important, de surmonter vos peurs, d'atteindre vos objectifs, de vous lancer enfin, et vous libérer, de lever les blocages, tout simplement, et d'oser, de croire en vous, de croire en vos rêves. Voilà un petit peu l'intérêt et l'objectif. Alors là, en fait, je vais vous proposer juste de comprendre aussi ce que c'est que l'épigénétique. L'épigénétique, on sait maintenant que nous sommes le résultat de nos pensées. Nos pensées, alors ce qui va nous faire du bien évidemment, mais aussi ce qui va être un peu plus stressant. Alors dans les stress internes et externes, cette année, c'est vrai qu'on en a reçu pas mal, hein. Alors pour ça, moi je me suis dit comment faire pour que cette année soit merveilleuse. Comment faire pour que j'arrive chaque jour à créer quelque chose qui est en direction avec ce que j'ai envie de réaliser. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors dans un premier temps, moi je vous propose un petit exercice d'affirmation positive. Vous savez, les mantras, vous connaissez. L'intérêt de ça, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que ce soit une célébration et surtout pas une punition. Alors choisissez une phrase positive qui soit en accord avec votre objectif. Par exemple, moi j'entends souvent « je ne veux plus être en colère ». Ça, c'est une demande qui revient souvent. Alors surtout, si vous utilisez un mantra, accrocheur pour aller vers vous, dites surtout positivement. Ça veut dire « je choisis le calme » ou « j'honore ma créativité » ou « je suis de plus en plus moi-même ». Vous pouvez dire aussi « je célèbre mes différences » ou par exemple « je réussis chaque petit pas ». Alors, vous pouvez choisir. L'intérêt est surtout que ce soit positif. Et surtout, pour que ça marche, il faut le répéter. L'idéal, c'est de le faire au moins pendant 21 jours, mais surtout le plus souvent possible. Alors, je vous donne un petit truc, une petite astuce. Vous pouvez, par exemple, l'écrire, le mettre sur un post-it, écrire sur votre miroir de salle de bain, pourquoi pas. De façon à ce que votre cerveau, lui, au fur et à mesure qu'il voit et qu'il entend ce mantra au quotidien, parte à la recherche de preuves dans votre quotidien. Alors, pourquoi pas essayer ? Voilà, alors moi je vous propose de retrouver vos pouvoirs. Vous pouvez également retrouver toutes vos belles capacités et sachez que tout ce qui ne vous convient pas, vous avez la capacité, vous êtes capable de le transformer et de le changer. Alors, à vos pouvoirs. Et ben voilà, c'était Dolores Guillemet. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque justement ? Je pense que c'est quand même Enfin, voilà, tu vas me répondre un petit peu. C'est peut-être très sympathique justement pour aider, pour être au théâtre, même pour nous tous, pour les gens. Ouais, c'est évidemment, c'est à chacun de ressentir cette chose-là, mais c'est évidemment, je pense, surtout pour réparer les gens. Quand il y a des grands accidents dans la vie, ça arrive déjà, des choses très graves. Puis après, il y a des gens dans un parcours psychologique qui peuvent trouver une planche de salut régulière, d'aller fouiller au fond d'eux-mêmes, etc. Ça peut être un travail très long, la psychanalyse. Ah bah bien sûr, puis une libération. Une libération, de se révéler à soi-même, de travailler sur soi-même, de se donner rendez-vous à soi. C'est ce qu'on fait rarement parfois. Il y a des gens qui s'oublient totalement dans le parcours de vie. Et après, il y a cette chose, mais qui est de l'ordre économique parfois. Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Et je crois que le système public fait en sorte que les gens qui vivent des choses assez dramatiques puissent avoir un espace de parole. C'est hyper important parce qu'on ne s'écoute pas forcément tous dans notre rythme. Tout à fait. Et ouais, c'est un métier merveilleux. Et puis personne n'est parfait. Et qu'est-ce qu'on s'emmerderait ? En tout cas, tu m'as dit hors antenne à l'instant, elle a une voix envoûtante. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Dolores. Pour revenir, je voudrais savoir, parce que tu as rencontré la littérature, la langue française et son histoire, c'est avant ou pendant les cours Florent ? Comment s'est passé ce cap ?
C'est surtout pendant. Avant, j'avais une vague idée par ma mère. J'allais un peu au théâtre, mais j'étais pas dans une famille qui baignait dans la culture, même si ma mère lisait beaucoup, etc. Mais c'est pas ce qu'on nous transmettait. J'étais plutôt destiné à autre chose, si tu veux, à des choses plus, des métiers qui auraient pu être plus économiques, plus liés au monde de l'économie, ou alors à la limite avocat, médecin, des choses comme ça, assez entendues. Mais c'est par des gens aussi que j'ai fréquenté à l'école, que j'admirais. Parce que justement, ils possédaient la langue, ils possédaient les mots, ils possédaient la culture, et je savais que c'était quelque chose qui dans ma famille n'était pas présent. Et j'ai tout de suite repéré cette carence que j'avais en moi que j'admirais dans les autres familles. Je me suis dit, ma famille a plein de choses, mais elle n'a pas ça. Et ce serait bien que dans mon parcours, je complète ce qu'ils m'ont offert par cette chose-là. Et le cours Florent, ça a été après, la rencontre avec la prise de parole, les grands textes, et ça, c'est juste fabuleux, quoi. Oui, et puis je pense que c'est important de passer au cours Florent, enfin cours Florent ou autre, parce qu'il n'y a pas que les cours Florent, mais c'est important, ça aide beaucoup. Ouais, c'est de passer par n'importe quelle école, et puis même, on n'a pas besoin d'une école, c'est juste pour moi, il a fallu que ça s'inscrive comme ça dans un parcours scolaire parce que je baignais pas dedans, même si je lisais, etc. Mais c'était l'arrivée d'Internet, il y avait beaucoup d'écrans qui commençaient à arriver, les jeux vidéo, on est tenté aujourd'hui d'autant plus. C'est très compliqué de faire lire un livre à un gosse. Oui. Et donc, les cours Florent, ça apporte quelque chose de ludique, c'est-à-dire qu'en fait, la littérature devient plus pompeuse et lourde. Tout d'un coup, la fille dont on est amoureuse, on joue avec, son meilleur ami de la classe, on fait des bêtises sur scène avec, et tout ce qui devenait pesant dans la littérature devient très sympa. Et plus sympa. Ouais. Et devient ludique, et donc c'est par ce prisme-là qu'on se retrouve heureux de le faire, alors que de temps en temps, lire Quo Vadis à 12 ans, oui, on peut se tirer une balle dans la tête et dire plus jamais, quoi. Oui. Ouais. En tout cas, tu adores le théâtre, surtout le classique, 18e, 19e. Tu as joué dans Le plaisir de rompre de Jules Renard, La religieuse de Diderot, Cabale du cheval de Pégase de Giordano, quand même. Ouais. Pour vous, c'est essentiel. Pour toi, c'est essentiel de cette base de comédien par rapport à ce théâtre. Ouais, bien sûr. En fait, quand on fait une école de théâtre, on s'attend pas forcément à faire du cinéma ou de la télévision. Parce que c'est la formation initiale, c'est sur scène, il y a très peu de caméras, on n'est pas du tout lié à ça, il y a quelques cours autour de ça, mais on est plutôt destiné à ça, même si c'est entendu que certains le feront, d'autres le feront pas, parce que des profils comme ça se distinguent. Mais l'idée première, c'est quand même plutôt d'aller faire du théâtre. Et après, on est rattrapé pour certains. Soit on a des concours nationaux, soit il y a des envies pour d'autres de jamais faire ça, d'autres qui sont appelés par un casting, par un agent. Donc ça dépend des parcours de chacun, mais à la base, moi, oui, j'avais très envie encore aujourd'hui. Là, bientôt au théâtre, c'est un projet ? Ouais, j'ai mais alors le théâtre en ce moment, on m'a proposé une pièce de théâtre pendant le confinement, j'ai trouvé ça très cruel. Je me suis dit, c'est sympa. Ouais, ça faisait des années que j'attendais ça. Voilà, je suis pas qu'animateur, j'ai aussi mes tableaux et on m'a proposé une exposition pendant le confinement. J'ai trouvé ça très sympathique. C'est sympa. Hein. Voilà. Il y aura personne, mais on sera là. On sera là. Et donc du coup, si tu veux, là, c'est un projet qui a été changé. C'était une pièce irlandaise et maintenant c'est Andromaque. Et j'espère vraiment que le projet va aller. Va aller à son terme, la recherche des financements, la metteur en scène et metteuse en scène, attention. La novlangue. Et je voulais froisser personne. Et donc du coup, je souhaite vraiment, j'aimerais vraiment renouer avec le théâtre parce que c'est vraiment un monde à part par rapport à la télé au cinéma. C'est autre chose. Et moi, ça m'a. C'est déjà deux milieux différents et deux mondes différents. Et je pense que tu as ta place au théâtre parce que quand j'ai vu surtout. Si je ne me trompe pas, c'est Le plaisir de rompre de Jules Renard. Ouais. Et tu joues merveilleusement bien. En tout cas, il y a une chose qui t'a fait connaître, on va parler film, c'est Les Lyonnais d'Olivier Marchal. Donc tu es Serge Futel dans le film policier avec Gérard Lanvin, Daniel Duval, Lionel Astier, Dimitri Storoj, Tchéky Kargio. Ouais. Dans le gang des Lyonnais, donc des années 70, on peut dire que c'est le même gang des Postiches des années 80. Est-ce que c'est un tournage qui t'a marqué cette histoire en fait, parce que c'est de la réalité un peu aussi? Ouais, c'était très marquant de tomber dans une si grosse production et puis que ça soit une forme de biopic, même si c'est il y a une part romanesque forcément dans l'adaptation, mais on fréquentait ces gens-là.
donc qui nous ont adoubés, qui nous ont présenté la pègre lyonnaise. Donc ouais, c'est vertigineux, t'as 22 ans, et puis tu fréquentes des voyous qui ont parfois du sang sur les mains, même s'ils n'ont pas que ces qualités-là, Dieu merci. Mais c'était très intense quoi, de fréquenter pendant 2 mois cette chose-là, avec Olivier Marchal, qui est un ancien policier. Oui, tout à fait. Il y avait Michel Néret aussi, qui participait à tout ça. Donc c'était très, très beau, quoi, parce qu'on était des jeunes, et puis il y a toute une fantasmagorie, si tu veux, autour des voyous, depuis l'âge d'or du cinéma, depuis toujours, quoi. Quand on est jeune, on veut toujours fumer une cigarette et avoir un flingue, et là c'était le cas. Là c'était le cas, on braquait des banques, et c'était génial, quoi. Ouais, mais les billets étaient faux. Les billets. Ouais. Mais j'en ai pour toi. Ah d'accord, ça s'appelle un copain. En tout cas, et c'était un plaisir de partager, parce qu'avec Gérard Lanfin, en fait, qui est bon, là en ce moment il a une actu, il sort un album. Oui. Gérard, vraiment un acteur vraiment un sacré diable quand même. Il a du bagou, du charisme et tout. Ouais. On aime beaucoup de gens aiment Gérard parce que je pense qu'il a un franc-parler. Ouais. Et ça a été un plaisir de partager cette affiche, parce que t'as pas eu le temps de pouvoir le croiser sur. Enfin, vous êtes croisés, mais vous n'avez pas joué directement. Moi, je jouais Tchéky Cario jeune, d'autres Gérard Lanvin, Daniel Duval jeune. Mais par contre, ils ont été très généreux, parce que Olivier Marchal est très généreux lui-même. Donc c'est un peu des banquets, on mange, on se rencontre. Il prend vraiment le temps de créer, de faire équipe. Donc c'est des gens que j'ai pu voir à table, entre 2 andouillettes, 3 bavettes et 4 rocamadours. Ouais, ils étaient super, très généreux dans la transmission, pas du tout vieil acteur revenu de tout, désagréable et qui reste dans sa loge, quoi. Bien au contraire, des gens fabuleux. Olivier Marchal est vraiment un homme adorable. Ouais. Tu travailles beaucoup avec lui, hein. Tu as une communication vraiment importante. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, tu parlais de cuisine justement. Ouais. Alors je sais que tu aimes la gastronomie, tu aimes manger, tu aimes beaucoup de choses, si je me trompe pas, parce que j'ai marqué quelque chose. Toi, c'est ta spécialité, c'est le poulet au curry avec un petit peu d'épices, hein, et puis si y a un peu d'homard, mais si j'étais riche, comme disait la chanson, ça serait tous les jours. Ça serait tous les jours. C'est ça. J'étais à bonne école, j'ai bien étudié. C'est ça. Écoutons exactement le chef de cuisine chez Fernand, Paris 6e, avec Rémi Lebon. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux d'être dans un restaurant très atypique, magnifique. On est en plein centre de Saint-Germain-des-Prés, on est au métro Mabillon avec le chef Rémi Lebon, chef de cuisine de chez Fernand, rue Guizarde. C'est une rue, un quartier, c'est la rue de la soif, c'est le coup de coude, c'est plein de souvenirs et une très belle époque, et toujours magnifique ce quartier. Alors chef, donc là vous préparez exactement vos casseroles, on va dire les casseroles, les poêles. Qu'est-ce qu'on met exactement? Alors bonjour Frédéric, merci de m'accueillir. Et puis bien là, on va préparer une petite sole meunière avec des petits légumes de printemps pour nos auditeurs. Voilà, donc au beurre clarifié au départ, car c'est un beurre que l'on a laissé fondre. C'est un beurre que nous avons laissé fondre, donc on garde que le gras du beurre, donc le beurre ne brûle pas. Et là on va faire rissoler notre sole délicatement. Pour la terminer un petit peu au four, elle sera bien comme ça colorée. À côté, pendant ce temps-là, je prépare l'assiette avec donc des carottes de créance jaunes et orange, des petits navets de Certainville dans le cotentin, une petite poignée d'haricots verts pour donner un peu de verdure, un petit peu de salade pour relever le tout, et je rajoute, pour un peu de croquant, des petits radis du potager, un petit peu de tomate pour assouplir ce légume croquant, un peu d'assaisonnement d'herbes fraîches et du persil plat. Et là, on va juste commencer à dresser l'assiette. Faire on hésite un peu. La cuisson est importante. La cuisson, il faut surveiller. Enfin, la cuisson pour un cuisinier, bien sûr, c'est sa première priorité. Il faut surveiller toutes les cuissons, aussi bien du poisson, des légumes, de la viande, et aussi des points de sauce, etc. Un client, enfin, ce que je dis moi à mes apprentis, à mes commis, quand ils sont formés ici, il faut qu'ils se mettent à la place du produit, au cœur du produit. C'est-à-dire que quand on met un filet de bœuf à cuire, on pense qu'on est le filet de bœuf. C'est assez joli, mais c'est assez romantique. C'est bien dit. Mais voilà, il faut être à la place du produit, et là on sent la chaleur, on sent le crépitement, on sent la poêle qui chauffe, et comme ça on apprend à avoir le point de cuisson idéal
à l'intérieur du produit. La sole, j'ai mis quelques minutes au four pour la réduire. Et là, je termine la cuisson délicatement. C'est une jeune demoiselle noble. Il faut arroser de beurre pour qu'elle soit onctueuse et qu'elle continue un peu de griller, tu vois. On aurait un petit peu plus d'huile à saisir, mais ça reste pour moi délicat et attentionné. Voilà, une sole, ça demande de l'amour. Tu mettre ta main parce que, tu vois, avec le poisson, on est un petit peu obligé d'y mettre les mains quand même. Un peu la production des légumes ou à part, comme on veut. Le beurre, là, de toute façon, il est magnifique. On met un petit peu de citron, tu vois, pour faire mousser. Alors le citron pour faire la sauce. Voilà, citronnière, le citron, parce que ça plaît bien sur le sol. Et voilà, je remets un tout petit peu de gras sur ma sole. Et puis si un client demande un peu plus, on met une petite réserve à part, tu vois, un petit peu meunière. Et ça, c'est aussi très génial. Ça, c'est terminé. On peut passer à la dégustation. On va faire lever cette sole par notre maître d'hôtel. Par le maître d'hôtel qui va s'en occuper. Et qui est un ancien chef premier et qui sait très bien faire. Alors Joseph, vous allez justement faire ce petit découpage de cette magnifique assiette. Alors dites-moi tout, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors tout simplement, on va lever les filets afin qu'ils soient disponibles, afin de manger directement et de les recouvrir de sauce. On va désarrêter, récupérer un petit peu la laitance, parce que beaucoup de gens adorent la laitance, donc c'est les petits œufs de la sole. On va enlever la tête, qu'on va mettre de côté, mais qu'on va garder, parce qu'il y a quand même les petites joues qui sont intéressantes à manger, qui sont très douces. Et après, on va désarrêter sur le côté, lever le filet, juste enlever l'arête centrale, et ce sera prêt à déguster. On dit souvent tout est bon dans le poisson, et en fait le plus tendre, en fait, c'est ce que vous m'avez dit, c'est ce qui est sur les Alors côtés. le plus tendre, ça va être les filets qui sont là. Et ça ici, vous avez, comme je disais, toute la laitance qui sera un petit peu plus farineux, mais ça reste très bon et c'est un goût différent. C'est un petit peu plus prononcé au niveau du poisson. D'accord. Et bien alors, on vous laisse faire. Expliquez bien justement tout ce qui va, Le secret pour découper plus facilement la sole, c'est bête, mais c'est un couteau à dents. C'est le secret. Pour bien découper une sole, un couteau à dents, parce que ça va accrocher l'arête en fait, tout simplement. Donc ça permet de faciliter tout de suite la découpe, plutôt que d'aller chercher un couteau qui n'a pas de dents. Donc là, petite tête, on va mettre de côté. On peut laisser un petit bout sur la queue, ça c'est pas très grave, au contraire ça donne un petit peu de style, c'est plutôt joli. Donc c'est là le moment le plus délicat en fait, pour récupérer la laitance sans abîmer le poisson. Le plus important c'est souvent de retirer la tête. Souvent les clients, la queue la dérange pas, mais la tête oui. Souvent, ouais, c'est vrai. Mais pourtant c'est là où il y a une des meilleures parties généralement du poisson, parce que la joue reste quand même une des parties les plus tendres du poisson. D'accord. Alors vous êtes dans le métier depuis combien de temps? Alors moi j'ai commencé, en sortant de l'école, je suis sorti de l'école à 18 ans. D'accord. Donc j'ai 41 ans, donc ça fait 21 ans. Eh bien, ne les faites pas, jeune homme. Merci beaucoup. Le plus dur, c'est l'arête. Le plus dur, c'est l'arête centrale. Mais comme je dis, c'est une question de cuisson. Si c'est bien cuit, il n'y a pas de souci. Ça coule tout seul, comme maintenant. Elle est bien cuite. Elle colle pas à l'arête, parce que quand elle n'est pas bien cuite, ça colle à l'arête, et c'est là où justement ça perd tout son truc. Et voilà, une belle sole. Ce petit pot-là. Bah écoutez, merci beaucoup. Et on va plaisir. passer avec une petite interview avec le chef Rémi Lebon. Bonjour Rémi. Bonjour Comment allez-vous? Toujours bien. Quand Toujours je bien. Je suis encore plus ravi même. C'est vrai? Ouais, Ça apporte le bonheur? complètement. Bon, eh ben, en tout cas ce soir, je suis très content de pouvoir partager ça puisque je serai avec Olivier Chantreau dans mon émission. Et elle sera aussi diffusée dans d'autres émissions. En tout cas, qu'est-ce que vous avez préparé là tout à l'heure avec nous? Alors, dites-nous un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui, on avait préparé ensemble une petite salle de pêche de petits bateaux du côté de Granville, avec des petits légumes un peu tournés vers la Normandie, Créance, Surtainville qui est un peu plus haut dans la Manche, et puis donc une sole meunière au beurre de Normandie également, additionnée avec des petits légumes croquants, haricots verts, radis et un petit peu de tomate parce que ça apporte une souplesse dans le plat. Voilà, ça on fait pas mal de poissons sur notre carte. Beaucoup de Donc là, poissons. elle a été levée en filet par le maître d'hôtel, Bien sûr. disposée avec les petits légumes. Et puis, Alors, vous faites beaucoup de circuits courts. voilà, ça, c'est beaucoup de important, la circuits date courts, on d'aujourd'hui. achète vraiment en direct. On essaie de faire travailler des petits producteurs. Bien sûr, on se dépanne aussi à Rungis pour d'autres ingrédients. Mais en revanche, j'aime beaucoup travailler et être au contact des producteurs. Aller voir d'où ça vient, dans les champs, dans la mer. Moi, j'adore. Voilà. C'est le fil d'Ariane de la passion du cuisinier, c'est d'aller au cœur du produit et d'aller chercher le produit. Puis bon, vous êtes en Pourquoi Normandie, mettre ses vous allez bottes, d'ailleurs, mais vous allez y aller, mettre les bottes, remonter voilà, les manches. et d'aller voir un peu, se mettre au contact du produit de la personne qui l'élève. Voilà.
Même quand vous partez à l'étranger, c'est pareil. Vous allez voir directement les produits. C'est mon voilà, d'aller faire un marché. J'ai eu la chance d'aller en Chine, enfin d'autres endroits, d'aller au marché voir ce qui se passe, les ambiances, et de voir comment ça a été produit, comment ça a été élevé, de rencontrer des gens aussi, de faire toujours des belles rencontres. Faire des belles rencontres et faire un beau partage. Voilà. Alors après, votre plat en fait fétiche un petit peu de chez Fernand. Alors, parce qu'on est dans une brasserie parisienne. Alors c'est une brasserie parisienne qui, même si le côté brasserie, c'est plutôt un restaurant maintenant d'une institution germano-pratine depuis 1970. Et moi j'ai repris ça il y a 25 ans déjà. Et puis j'ai lancé le bœuf bourguignon, qui a toujours été notre fer de lance finalement. Et ça marche très bien. Alors je le fais avec de la joue de bœuf. C'est mariné, c'est cuit, il y a différents ingrédients. Et les gens en raffolent. Il faut compter combien de temps pour justement Il y a 3 heures de cuisson, il y a presque un jour et demi de préparation avant. Oui. Parce qu'il y a des différentes phases à respecter. Et pour la cuisson, après c'est 3 heures et puis l'envoi est facile. L'envoi est facile. Mais en amont, il y a la marinade, il y a les ingrédients. Puis il y a d'autres choses aussi. Vous faites le tartare de bœuf à la minute. Voilà, on fait le tartare de bœuf minute. On travaille beaucoup d'abats comme le riz de veau, le foie de veau, rognon de veau. C'est des plats qui marchent peut-être un peu plus l'hiver. Ouais, un peu toute l'année. Toute l'année. L'hiver, on passe sur du gibier. Alors là, il y a beaucoup d'amateurs aussi. Il y a beaucoup d'amateurs. Le magret de canard. Magret de canard. Il nous arrive de faire tout ce qui est gibier, lièvre, sanglier, biche au moment de l'hiver. Les champignons. On suit aussi les produits de saison. Il n'y aura jamais de tomates en hiver chez Fernand, par exemple. C'est un truc. Il n'y a jamais de fraises, jamais de cerises. Alors que là, au jour, tout arrive. Voilà. Il y en a qui font. Mais il y en a qui font. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Et voilà, moi je respecte les saisons, parce que je pense que c'est aussi respecter la personne qui les fait pousser. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité? On fait du poisson, évidemment. Vous faites du poisson. Alors en plus, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est l'os à moelle aussi. Alors ça c'est pareil. Indécrottable, on va dire. C'est indécrottable. Alors ce qui était extraordinaire, si je me souviens bien, et que vous faites toujours, des fois à l'apéro, vous offrez des fois à l'apéro quand les gens sont gentils. Voilà. Et on offre un petit os à moelle avec grillé sur le pain. Voilà, exactement. Ça c'est ou un alors peu une tranche de terrine, parce que ou la tranche de terrine. On fait nos terrines maison. C'est terrine maison aussi. Alors comment elle est faite cette terrine maison? On fait une terrine de canard, donc canard du Gers avec pistache. Moi j'aime bien les pistaches, champignons de Paris. Bon, voilà, c'est une belle terrine qui est faite depuis aussi durant tous ces 25 ans. Elle n'a pas changé d'un iota, elle plaît. Et ça aussi c'est un apport dans l'accueil. La personne arrive, un peu pour fidéliser le client. Oui. Le type a faim, il attend un petit peu, une petite tranche de terrine, elle est ravie. Mais vous avez pas mal de personnalités, on va pas citer les noms parce qu'on va pas dire. Mais il y a des personnalités qui sont venues. Il y a de la personnalité. Il y a aussi des gens non connus mais qui avaient un charme, qui avaient un charisme et tout. Donc c'est vraiment une institution chez Fernand. Exactement. Donc on traite aussi bien des patrons du 440, des stars ou des gens de toutes sortes à la même. On va dire à la même enseigne. Voilà. À la même enseigne, tout le monde est à la même étiquette. Et après, il y a la fidélité du client et on atteint des sommes énormes de clients fidèles, étrangers aussi, et qui reviennent à Paris, ils disent on va chez Fernand. Là, vivement que les étrangers reviennent. Oui, ça serait bien aussi. Et en tout cas, magnifique équipe, toujours aussi dynamique. Et oui, l'équipe ne change pas non plus. C'est ici. Ah oui. Alors par contre, ce que je trouve très sympa, c'est d'avoir justement, on a 2 tableaux derrière. En fait, le restaurant est entouré de tableaux d'art. Vous changez un peu les On essaye œuvres. d'attirer les clients aussi par ce qu'on adore. Là, on adore la musique, on adore la peinture. Moi j'adore faire des musées, etc. Et là, on a Charcot qui nous a gentiment laissé quelques tableaux. Donc c'est un artiste en vogue. Tout à fait. Qui monte. Il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai d'autres idées. Je ne peux pas les citer maintenant, c'est encore secret. Et puis on a eu des photographes aussi connus. Des photos. Voilà. Ça tourne un peu tous les 6, 7 mois, 8 mois. Quoi. Et ça fait connaître les artistes. Oui, ça change un petit peu le décor parce que travailler dans un endroit qu'on aime, bien sûr. Et puis il y a une ambiance. Ça met une ambiance à chaque fois, il y a un thème aussi, parce que c'est un thème à chaque fois, donc c'est vraiment superbe. En tout cas, c'est un bonheur d'être ici. Venez déguster tous ces plats magnifiques et surtout, prenez soin de vous. Et quand vous venez chez Fernand, demandez Rémi Lebon, chef de cuisine, et il ne vous mettra pas dans un os, mais il vous offrira l'os à moelle. En tout cas, prenez soin de vous, à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Avec grand plaisir.
Eh ben, c'était chez Fernand. Merci à Rémi Lebon. Vous voyez, c'est délicieux. Alors, qu'en penses-tu? J'ai faim. T'as faim? Bon, bah écoutez, on rend l'antenne. Non, ça a l'air délicieux, ouais. En plus, tu connais, c'est ce que tu me disais? Oui, j'habitais pas loin à un moment donné pendant 2 ans et je suis passé une fois devant et c'est vrai que ça fait saliver. Et ma dernière expérience était bonne, ouais. Il y a un côté bonne franquette à l'ancienne. Donc on ira? On ira. Avec grand plaisir. Alors on va continuer sur un duo d'escrocs réalisé par Joel Hawkins avec Pierre Brosnan et Emma Thompson. Alors là, tu es Jean-Baptiste Durin dans le film. Voilà. L'histoire de vieux couples divorcés qui veulent récupérer de l'argent pour leur retraite. Sacré film quand même. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce film? Parce que de jouer avec 2 acteurs quand même emblématiques américains. Dis-moi tout. La frousse. T'as eu la terrible. frousse? Ouais, j'avais 5 ans À et ce demi. point-là? Oui, c'était très... Parce que moi, je sortais avec Emma Thompson, j'étais son amant. Donc, si tu veux, là, tu perds pied totalement parce que, bon, il y a un côté comme ça excitant au départ, mais après, quand tu es sur le plateau, alors elle est géniale, elle était très accueillante, elle est adorable, mais on peut être très adorable, à un moment donné, tu t'as tellement fantasmé sur la personne, elle est tellement érigée au rang d'inatteignable, que de se retrouver au lit avec elle et d'avoir une sorte de relation, tu sais, ça devient juste lunaire, quoi. Donc j'ai essayé de bon an mal an m'en sortir le mieux que je pouvais pour ne serait-ce que jouer la scène, tu vois, être capable d'articuler 2 mots, mais ça sera jamais de sa faute parce que et lui et elle étaient dans l'équipe les plus polis, les plus humbles, les plus agréables, mais voilà, c'était juste très compliqué pour moi de me rassembler. Ah oui, bah, je me doute. Bon, et Pierre Brosnan, vraiment une qualité. Ouais, mais ce qui est marrant, c'est que même s'il est en off, il est toujours James Bond. Oui, tu le croises dans le hall de l'hôtel et t'as l'impression c'est un agent secret toujours. C'est une sorte de charme perpétuel, de gentleman à l'anglaise, comme ça, incroyable. Et donc il est tout le temps élégant, tout le temps prêt à mener l'enquête et à tuer des méchants russes. Tu vois, mais c'est très impressionnant, il a vraiment une élégance immuable, ça ne bouge pas. C'est comme ça. Et dans toute cette période de ce film, en fait, c'était un bonheur de tourner avec eux. Ouais. Mais après, et toute l'équipe, en fait, parce que ça a été autre chose, l'équipe. Il y avait une partie, il y avait Louise Bourgoin et Laurent Lafitte. Moi, je tournais pas avec eux, je tournais exclusivement. Je volais à Pierce Brosnan, sa femme. Je trouve ça logique. Tu vois mon physique, c'est la base. C'est la base. Et du coup, moi, j'ai tourné qu'avec elle exclusivement, quasiment, et avec lui, qui avait des maux de ventre dans le film et qui avait très mal au dos. Et donc du coup, qu'est-ce que tu lui as fait à Emma? Non, à Pierce, du coup. C'est lui qui avait. Oui, non. Malheureusement, avec Emma, j'ai rien fait. Voilà. Mais c'était, je sais pas si tu vois, même en te le disant, j'ai l'impression de mentir. Non, mais ouais, j'imagine, parce que c'est vraiment un beau film et puis tu joues vraiment bien, l'amant. Ouais, merci. Non, franchement, c'était superbe. Tu joues dans Baden-Baden en 2016, un film de Rachel Lang. Tu joues le rôle de Boris avec Claude Jansac. Alors ça, c'est une grand-mère formidable, hein, quand même. Cette comédie dramatique avec beaucoup d'humour. C'est un honneur de se retrouver avec Claude Jansac, une grande comédienne quand même, qui a été avec Louis de Funès aussi. Ouais, non, c'est fabuleux d'être dans ce casting-là. Il y avait Zabou Bretman, il y avait Swan Arlo qui a été césarisé plusieurs fois dernièrement, Salomé Richard, une sublime actrice. Enfin, il y avait c'est un film qui était assez modeste dans son budget, et c'était une très très belle aventure parce que elle est très douée, Rachel, elle est très précise, et c'était un film assez intéressant. Ludique. Ouais, c'est le parcours d'une femme comme ça dans son émancipation, et c'était c'était magnifique parce que c'est une grande réalisatrice. Là, elle va sortir son prochain film. Moi, je tournais pas avec Claude, mais le peu que j'en ai vu, elle était évidemment radieuse, adorable, et ce que j'avais déco d'elle, c'était juste sublime. Et moi, j'ai été beaucoup avec Salomé Richard, et non, moi, j'aime beaucoup ce film dans mon parcours. Il est beau. Il est beau. Il fait passer aussi des messages en fait, avec une grand-mère en fait qui a besoin d'aide aussi. Hein, et c'est vraiment, et surtout à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Et je trouve que c'est un beau message de la vie. Sur Quel pied danser en 2016. Alors là, moi, une comédie musicale réalisée par Paul Calori, avec Pauline Etienne et toi, François Morel. Le film a été tourné dans la Drôme. Ouais. Voilà. Donc là, c'est super parce que donc à Romans-sur-Isère, c'est la capitale de la chaussure de luxe. Ça, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est la capitale de la chaussure de luxe. Ça nous évoque un petit air de parapluie de Cherbourg, je trouve. Mais
plus dans la réalité de notre société actuelle, ce film? Oui, ils avaient voulu, tu as raison sur cette référence-là, et c'était l'idée d'y mêler cette perte du monde industriel dans certaines régions. Ça arrive en Lorraine, ça arrive en Alsace, et là en l'occurrence c'est cette usine à chaussures qui est sur le point de fermer, et c'est des ouvrières qui vont se battre pour faire valoir l'excellence française et éviter l'expropriation de cette société en Chine. Et du coup, c'est tout ce combat-là, mais mené tambour battant, avec de la musique, des chants, donc il y a quelque chose de très solaire comme ça. Et il y a Loïc Corbery, qui est de la Comédie Française, qui fait le méchant, qui veut gagner plus de pognon et faire ses chaussures beaucoup moins chères en Chine, parce que c'est plus simple comme ça et c'est mieux pour lui. Et ses femmes, parce que c'est vraiment aussi un film très féministe, qui sont ses petites mains, quoi, comme on voit aussi dans la haute couture. Il y a beaucoup de passages de travail avec les femmes, oui, tout à fait. Ouais, et les chansons ont été écrites par plusieurs compositeurs et comment ça s'appelle, paroliers français. Il y avait tout un panel de très bons auteurs, donc c'était étonnant de chanter pour la première fois. On fait ça normalement devant son miroir, et quand maman ouvre la porte, on prétend qu'on avait fait autre chose. Et du coup là on m'a invité à le faire, donc c'était je pense c'est une première et une dernière fois. Dernière fois Ouais. À ce point-là? Non, mais c'est un peu miraculeux, parce que je pense pas avoir le talent de chanter, mais il y avait personne ils avaient pris le pari de prendre aucun professionnel. Ah d'accord. Donc, François Morel n'est pas chanteur, Pauline Etienne non plus, donc on était tous très impressionnés à l'idée de le faire. On avait des séances de studio, des coachs vocaux pour nous donner les armes, mais c'était des chansons un peu parlées comme ça. Un petit peu la danse avec les stars là. C'était c'est ça. C'est vraiment, on y va sur le tapis. Ouais. Et Olivier, puisqu'on était dans la chaussure de luxe, as-tu trouvé chaussures à ton pied là-bas? Non. Non. Non, je suis rentré seul. Sans déprimer, Et sans je ne rien. fais aucune petite annonce ce soir, mais je suis rentré seul. Voilà. Mais en tout cas, c'était un très très beau film, aussi un beau message de la vie. Alors écoute, je sais que tu aimes le théâtre, on va écouter Olivier Schmitt, L'Empereur de boulevard de Georges Feydeau, voilà, un garçon adorable qui écrit aussi. Écoutons Olivier, merci. Bonjour à tous, bonjour Frédéric et bonjour tous les amis de Radio Armada. Je ne suis pas physiquement présent, mais je suis très heureux de pouvoir intervenir dans cette émission présentée par Frédéric aujourd'hui. On attaque une nouvelle période, synonyme d'espoir, de relance, et je fais partie des chanceux qui peuvent aujourd'hui défendre de nombreux projets, que ce soit à Paris ou en région. Même si ces confinements ont été finalement des confinements extrêmement studieux, ça nous a permis de pouvoir venir, de créer, de pouvoir nous réinventer, de réfléchir à ce qu'on appelle tous l'après. Et nous sommes très fiers d'avoir pu faire ce travail, parce que c'est bien la preuve que ça en valait la peine. Alors bien sûr, d'un côté, avec les Joyeux de la Couronne, j'ai le plaisir de repartir en tournée cet été avec plusieurs arrêts dans de très belles régions, notamment à Courchevel, à Vaison-la-Romaine, dans le sud de la France, pour présenter nos 2 derniers spectacles qui nous tiennent extrêmement à cœur. Je pense bien évidemment à L'Empereur des Boulevards, ce spectacle qui va reprendre à Paris, également au Théâtre Montmartre-Galabru à la rentrée, consacré à la vie de Feydeau, puisque nous entrons cette année dans son 100e anniversaire de sa disparition, et la reprise de Monsieur Chasse de ce même auteur, spectacle qui nous porte bonheur depuis maintenant 2 ans. J'ai également la chance d'avoir fait de très très belles rencontres tout au cours de ces dernières années et de ces confinements, et j'ai le plaisir de rejoindre Marina Gauthier, la directrice du Théâtre Montmartre-Galabru, qui fait un travail extraordinaire depuis son entrée dans les lieux, et nous allons enfin travailler ensemble. Alors nous avions jusque-là une relation de programmé à programmateur, même si derrière tout cela il y a une belle amitié qui est en train de se nouer. Et Marina a décidé de m'accorder sa confiance pour travailler sur un très beau projet, une comédie d'aventure un peu particulière, un peu fantasque, qui s'appelle En route pour l'aventure, et nous sommes en plein processus de création. On vient de boucler les castings et nous allons entrer dans une grosse période de répétition au mois d'août. Et puis toujours des rencontres, parce que vraiment je pense que cette période a également permis de faire des rencontres, et c'est avant tout la chose principale que j'en retirerai. J'ai rencontré 4 merveilleuses jeunes filles qui sont des proches de Marina, qui viennent toutes de la comédie musicale. Certaines ont joué dans des grosses productions comme Le Bal des Vampires ou Grease. Et il y a eu une vraie rencontre avec ces filles quand je les ai découvertes autour de Marina, puisqu'elles sont avant tout une bande d'amis à la ville. Et ça a été immédiat, je me suis dit qu'il fallait écrire quelque chose pour ces 5 filles. Alors j'ai tissé un projet pour elles, qui est en pleine création, je ne veux pas en dire trop pour le moment. Une belle histoire de femmes, de féminité, de féminisme, 3 mots très importants aujourd'hui, dans un contexte historique, dans les années 70. Et j'ai vraiment hâte que le public puisse découvrir ce travail.
Je tenais aussi de ce petit message que Frédéric me laisse passer sur l'antenne pour remercier toutes ces radios, tous ces animateurs comme Radio Armada qui nous ont permis de nous exprimer tout au long des mois derniers, de continuer à faire parler ce qu'on a appelé les invisibles, les non indispensables. Et c'est très important, peu importe la taille du média, peu importe la façon dont on le fait, ça a été salvateur pour nous tous de pouvoir avoir un morceau de parole et je tenais à les remercier très 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 sincèrement. Voilà, je vous souhaite de belles fins d'émission pour cette période pré-estivale. Je vous envoie plein d'amour et je voudrais dire à tous les artistes que on est tous heureux de pouvoir enfin se retrouver dans une salle, dans une rue, dans un café, dans une salle de cinéma. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le plus important. Merci Olivier Schmitt, vraiment un comédien, un metteur en scène, un auteur de théâtre. Il a tout dit, exactement. Ça fait du bien de retrouver le théâtre qui rouvre là. Ouais. Et toi hein C'est essentiel, évidemment. C'est gravissime d'avoir une société sans culture. On s'est rendu terrorisant. compte. Voilà, on s'est rendu compte. Enfin, je pense qu'il y a une personne qui s'est rendu compte que la culture, le théâtre, le cinéma étaient importants. Et heureusement qu'on a eu les livres aussi qui étaient passés dans l'essentiel, Oui. que le non essentiel. Voilà. En tout cas, merci à Olivier Schmitt. On va continuer avec Mocha. Alors Mocha, c'est pas un gâteau, mais c'est un très bon film dramatique tourné en 2016, réalisé par Frédéric Mermoud, avec Emmanuel DeVos. Nathalie Baye, Diane Roussel et Jean-Philippe Escoffet. Alors, tu as le rôle de Vincent, jouer un film aussi mystérieux. Moi, je trouve que c'est quand même assez un film dramatique tourné en Savoie, bien sûr, dans un décor de montagne. T'as dû bien t'amuser parce que je sais que tu aimes la rando et tu aimes la nature. Tenir ce rôle comme en tant que d'autres, tu aimes jouer cette réalité en fait de la vie. Quel souvenir en fait tu as dans cette réalité de ce film? C'est surtout de ma rencontre avec Emmanuelle DeVos parce que c'est une actrice que j'admire profondément et c'était très beau pour moi de jouer avec elle parce que en dehors de ce que je savais des films que j'avais vus d'elle, c'est sa qualité de jeu qui t'emporte, qui te transporte, qui fait que tu te sens tout de suite, toi, impliqué dans la scène. Elle donne énormément, elle est très impliquée, donc la scène prend une tournure, une tournure très intense parce qu'elle est vraiment... Elle est très... Elle est brillante, donc il faut pas s'oublier et la regarder jouer, ce qu'on peut faire sur les premières prises, mais je trouve j'ai réussi à nouer une très belle relation avec elle. Et pareil, on avait des scènes assez intenses qui flirtaient avec le désir, l'amour. Je lui rendais service de façon un petit peu mafieuse dans le film, mais quelque chose de plus organique se tramait entre nous. Et franchement, c'est un des plus beaux souvenirs de comédien que de partager des scènes avec elle, parce que moi, c'est une actrice que j'admire absolument dans son parcours, dans ses choix de carrière. Et j'adore sa façon de jouer. Et ouais, c'était très, très beau de partager les scènes avec elle. Et avec Nathalie Baye, justement, parce que c'est quand même aussi impressionnant. T'es une femme quand même très connue et une femme très bonne actrice, Nathalie Baye. Tu as joué avec Nathalie Baye ou pas du tout? Rien. Pas du tout. Ouais, vous n'êtes pas vus. C'est ça qui est dommage un petit peu dans un film, en fait. C'est des petits parcours, des petites... Il y a des petits tournages, mais en fait, vous vous retrouvez pas, en fait. Ouais, on peut avoir une relation exclusive avec une comédienne, et puis par les dates de tournage, je l'ai croisée, mais si tu veux, j'avais pas à partager quoi que ce soit avec elle, ni sur le plateau, parce que nos dates ne correspondaient pas. Donc je l'ai juste entreaperçu, mais je connaissais sa carrière, etc. Mais j'ai pas grand-chose à raconter, étant donné que sur le film, je l'ai juste croisé de loin. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que vous tournez un film, et des fois, vous vous croisez pas, ou vous vous réunissez pas. C'est un petit... Voilà, c'est ça qui est... En tout cas, DeVos, magnifique actrice. Nathalie Baye aussi, dans ce film. Mais c'est tellement la réalité de la vie, on peut dire, dans ce film dramatique. C'est un film naturaliste, c'est un film sur le deuil, sur la reconstitution d'un couple après la perte de son enfant, donc c'est un sujet très violent, et c'est sur le parcours d'une femme. Moi j'aime beaucoup ce sujet-là, parce qu'à travers la mort se révèlent les êtres. Parce qu'en fait c'est la conductrice qui a une voiture Mocha, en fait, là, voilà, l'histoire, c'est l'histoire, on va pas te dire toute l'histoire, mais vous pouvez le regarder le film, en tout cas c'est la conductrice qui a une voiture qui a couleur Mocha. Voilà. Une enquête démarre comme ça pour retrouver... une intrigue. Pour retrouver la coupable ou le coupable qui aurait renversé ce fils. Et donc la réparation est impossible, puisque, comme on le sait, quand l'enquête et quand les jugements n'ont pas lieu, comment une famille peut faire son deuil, quand il y a des non-lieux, quand il y a... Voilà. Et donc c'est le parcours de cette femme, c'est un chemin qu'elle va faire qui va la mener presque au bord de la folie, parce que c'est vraiment une enquête qu'elle mène contre la police, ou après elle, puisque la police n'a pas trouvé. Et donc c'est vraiment un chemin comme ça de croix, et en même temps de rédemption, et aussi de mise
en danger, parce que évidemment, quand on cherche le coupable, si par hasard on le trouve, il pourrait ne pas être content d'avoir été démasqué. Surtout si c'est quelqu'un d'ordinaire qui a des choses à planquer, à savoir à planquer, non, une vie ordinaire, donc il veut préserver. Oui. Et puis là, Moka, c'est tout à fait d'actualité aussi, parce qu'avec tout ce qui se passe, la disparition ou des choses comme ça, on est tout à fait dans le réel. Et ben pour la peine, on va aller vers la bataille. Un tournage effectué en Colombie. Alors là, sacré tournage. C'est un film évoquant le Mexique du 19e siècle, une histoire de photographe avec le chaos de la guerre du paysan et avec un paysan mexicain. Ce drame... pour décrire l'obscurité de l'horreur et de la guerre, la force et la tonalité de ce film, la narration des deux acteurs montre la réalité de l'image. Qu'est-ce que tu as retenu de ce tournage en fait ? Parce que d'aller jouer à l'étranger quand même déjà aussi, et cette histoire en Colombie. Ouais, ça c'est une chance fabuleuse de voyager à travers son métier. Donc la Colombie, un pays fantastique. On était à Villa de Leyva, qui est une sorte de tout petit village. On était constamment là-bas. Et puis on passe de la forêt tropicale au désert. C'est vraiment très riche. Il y a un côté comme en France, une sorte de multiplicité comme ça des paysages qui est très agréable. Et puis moi, c'est la rencontre avec Malik Zidi, qui est un grand comédien, et puis surtout avec le réalisateur avec qui j'ai noué une relation très forte. On a fait un court-métrage là dernièrement ensemble. Et c'est surtout cette relation avec lui qui était fabuleuse, avec Sébastien Chassagne, parce qu'on forme une sorte de duo de pieds nickelés. On est des soldats, tu sais, ça arrive, c'est des soldats, ils savent pas pourquoi ils sont là. On les a foutus là, et puis ils sont là parce que c'est leur métier, mais ils savent pas pour défendre quoi, pour attaquer qui. Donc il y a une espèce, c'est sur l'absurdité aussi parfois de la guerre. Il y a plein de gens qui vont sur des terrains et puis ils savent pas trop, on leur demande d'aller là-bas et puis ils y vont. Bon, il y a des grandes causes comme ça parfois qu'on défend avec une certitude et une conviction. Mais là, il y a aussi des guerres, des conflits par-delà le monde dont on sait très bien que plein de gens ne savent plus trop pourquoi ils y sont ou que voilà, il y a des raisons qui sont assez obscures. Et donc nous, on joue une sorte de duo. On a l'impression d'être des Pierre Richard de la guerre. On est un peu ridicule dans nos costumes, dans nos intentions. Donc c'était la partie un peu comique du film que voulait Aurélien, même si le film est très profond et très lourd, et je pense qu'il voulait, à travers le duo que je forme avec Sébastien, apporter un peu d'absurdité et d'humour là-dedans, même si c'est léger, hein, le film ne repose pas du tout là-dessus, on a deux petits rôles, mais c'était comme une capsule pour raconter aussi une forme d'absurdité de ce que peut être la guerre parfois. Tout à fait, voilà, et puis passe un petit peu de rigolade parce que ça détend un petit peu, parce que sinon c'est quand même très poignant en tout cas. On va faire une petite méditation. Écoutons, parce que je sais que tout acteur, on médite, on est dans un petit peu ce côté d'hypnose pour avoir une bonne énergie. On va écouter David Roberval-Beauvois. Écoutons cette méditation et cette hypnose énergétique. Bonjour, je suis David Roberval-Beauvois. J'exerce depuis 2001 en tant que médium et magnétiseur. Je pratique aussi les nettoyages de maisons et des personnes, des nettoyages énergétiques. Depuis quelques années, j'ai découvert l'hypnose et j'ai décidé d'intervenir avant, au lieu de me projeter avec les clients et les gens qui me consultent dans le futur, car il n'y avait pas toutes les portes ni les clés pour les ouvrir. Depuis 3 ans, j'ai décidé de m'intéresser de plus en plus à l'hypnose thérapeutique, la méditation et le coaching personnel, le coaching routinier, ce qui peut aider les personnes tous les jours de leur vie pour améliorer leur quotidien. J'ai donc créé une hypnose énergétique. J'ai commencé vraiment à me développer depuis le premier confinement, car il y avait de la demande et il y avait aussi des gens qui avaient besoin d'écouter une voix pour les guider. J'ai donc créé une chaîne de méditation et offert plusieurs fois par semaine des méditations pour faire tenir les gens pendant le confinement. Pour vous expliquer, l'hypnose énergétique, c'est une base de méditation. C'est j'accepte ce qui vient et je laisse repartir ce qui doit partir. Simplement, avec l'aide d'un bol tibétain, ma voix, aussi des techniques d'hypnose thérapeutique, j'invite les gens dans un voyage à chaque fois différent pour se déstresser, couper des liens négatifs. Tout simplement, accepter les situations et mieux vivre son quotidien. Accepter le changement et s'aimer soi-même. Je vous recommande 3 livres. Le premier,
le livre de Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Tout simplement, les mots qui causent des maux physiques. Le deuxième livre, le livre de Françoise Dolto, Lorsque l'enfant paraît. Car nous avons tous un enfant en nous, et c'est très important de comprendre le fonctionnement de notre enfant intérieur et celui de nos enfants. Et le troisième, c'est le vôtre, car il faut garder la notion du plaisir et de surtout penser à vous. Je vous donne donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube, David Roberval Beauvois, Hypnose énergétique. J'ai en projet un livre, mon autobiographie, avec Olympe Richet, des conférences sur la positive attitude, et j'ai l'intention de reprendre les méditations de groupe pour venir vers vous et partager ces moments de liberté. Je voudrais remercier la radio Armada et toute son équipe pour cette mise en lumière, le centre de formation Améthyste, tous mes clients et les personnes qui me suivent depuis toutes ces années. Et comme à chaque début de mes méditations, et maintenant, vous fermez les yeux, vous vous détendez et vous devenez heureux. Merci beaucoup David Roberval Beauvois. Eh bien écoute, on va pas fermer les yeux tout de suite parce qu'on a une émission à tenir. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vrai que la méditation est importante pour se retrouver aussi nous-mêmes. Qu'en penses-tu Olivier ? Ouais. Ça y est, tu t'es réveillé. à l'instant. Oui, bien sûr. Moi, je la pratique pas du tout, mais j'ai un ami qui fait une formation d'hypnose qui m'en parle beaucoup. Et lui, il pratique, le rêve éveillé. Alors, c'est avant l'hypnose. Tout à fait. Et voilà. Mais je n'y connais à peu près rien. Moi, je suis hyper actif. Alors, ça m'angoisse terriblement, si tu veux. Alors, moi aussi, mais j'ai appris à faire. Et c'est vrai que c'est important parce que tu vois, quand il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes, ça. Ouais. Ça retourne un peu et de temps en temps juste de se poser et de savoir respirer et ça fait du bien. Ouais, voilà. Ouais, donc un bon très bon conseil. En tout cas, merci à David Roberval Beauvois qui est vraiment quelqu'un de très fort, très adorable, une très belle âme et il le fait avec beaucoup d'amour et de passion. On va continuer avec quelque chose. Oui, tu as joué aux côtés de la télévision. Tu as joué dans Plus belle la vie. Aïe. Ah là là. Cette expérience, une parenthèse. J'y vais, bonne journée, à bientôt. Non, je rigole. Allez, c'est une petite parenthèse, de ton parcours en fait par rapport à Plus belle la vie. Oui, écoute, c'est rien. C'est un 4 jours dans cette série, mais c'était très important pour moi de me lancer là-dedans pour gagner ma vie. Et puis, in fine, on apprend son métier. Déjà, on gagne sa vie jeune plutôt que parce que c'est un métier qui peut être angoissant, de se lancer dedans pour la famille, pour soi-même, de se dire est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir remplir un frigidaire et payer mon loyer. Donc il y avait déjà cette chose-là qui m'a animé à l'idée d'accepter ce casting. Et puis après, on apprend son métier parce qu'on tourne énormément. Il y a très peu de temps. Tu sais, ils enchaînent énormément. Ils suivent le fil de l'actualité. Après, je vais pas te mentir, c'est pas ma plus grande expérience artistique, mais non. Mais voilà, c'était bien d'apprendre les bases, de gagner ma vie, de découvrir ce que c'est qu'un plateau, etc. J'avais fait des films, des courts-métrages, mais dans le monde professionnel, dans ce qu'il a de règles, etc. Donc voilà, c'était ma première expérience. Et ça t'en reste un bon souvenir, mais il fallait savoir en décrocher, on va dire. Oui, ouais, c'est pas un grand souvenir, non. Mais c'est pas, j'ai ni honte ni fierté à avoir fait ça. C'est juste que c'est une étape, une des premières. Comme je te disais, c'était lié au fait et à l'apprentissage et au principe de réalité. Il y a un début à tout. Voilà. T'as bien raison. En tout cas, tu as joué dans plusieurs séries. Cœur de l'océan. Ouais. Flic avec Olivier Marchal. Olivier Marchal, mais c'est normal, c'est un mec superbe et tout, je te comprends. Rouge Brésil, Les petits meurtres d'Agatha Christie, Engrenage, En immersion, Rivière pourpre, Cassandre, qui a été la série la plus marquante de ton parcours là déjà au niveau des téléfilms. De celle que tu as citée? Oui, à peu près. Je dirais Engrenage. Moi, c'est le plus beau rôle que j'ai pu recevoir. Ouais, parce que c'est une très belle série, je trouve. Et puis, si tu veux, j'avais un rôle très lourd à porter parce que je perdais ma femme et ma fille dans ce film, dans cette série. Et c'est très bien parce que tu sais, tu as 6-7 épisodes pour défendre ton rôle. Donc, tu as du temps long.
Et le temps long, ça te permet évidemment d'habiter ton personnage, de défendre différentes couleurs, de t'inscrire dans le temps, quoi. Oui, puis de t'imprégner dedans, de vraiment Ouais. de comprendre l'histoire, parce que c'était... Oui, c'est vrai qu'Engrenage, c'était quelque chose. Et puis, si tu veux, les comédiens sont magnifiques, la série fonctionnait très bien, c'était la 5e saison. Mhm. Donc oui, tu rentres dans une espèce d'écrin merveilleux, tu as beaucoup de chance d'en être. Et le rôle, c'est très très bien écrit sur le monde judiciaire, c'est précis, quoi. Il n'y a pas d'effet de manche, les choses sont pas ni vulgaires ni caricaturales. Donc il y a un principe comme ça où, pour le coup, tu parlais de la réalité tout à l'heure en évoquant Mocha, qui est un film quand même qui a une part de romanesque. Et là, ils tiennent le cul du réel comme ça très fort. Ils veulent vraiment que ce soit âpre. On est dans des destins brisés, dans des choses très lourdes à porter comme ça. Donc c'était un rôle très important pour moi. D'accord. Ouais. Mais je comprends tout à fait, oui, parce que surtout, plus la perte de l'enfant, il y a toute une histoire, Ouais. en tout cas. Parmi ces séries, tu as joué dans Black and White. Mhm. Alors là, Black and White, c'est quand même la misère qui relate l'amour et d'un jeune officier et d'une jeune Sénégalaise. Alors, pareil, là, tu repars encore à l'étranger. Tu pars combien de temps là-bas, en Je fait? suis parti 2 mois à Dakar, Thiès et Gorée. C'est voilà, Gorée, c'est une île juste à côté de Dakar Tout à où fait. les esclaves étaient, où il y avait la traite négrière. Et puis Dakar, on connaît. Et Oui. puis Thiès, qui est une sorte de banlieue de Il n'y a pas Dakar. de Club Med. Ok, Et- d'accord. Club Med, exactement. En tout cas, on va écouter un témoignage. J'ai quelqu'un qui voudrait faire un petit témoignage. D'accord. Écoutons cette actrice qui témoigne. Bonjour Olivier, quel bonheur de pouvoir communiquer avec toi dans cette émission de Frédéric Julien, l'art du bonheur. Quel bonheur, n'est-ce pas? Écoute, j'espère que tu vas bien. Ben, moi, c'était un grand plaisir de te rencontrer sur le tournage de Black and White, qui était réalisé par Moussa Sénéapsa au Sénégal et sur l'île de Gorée. Très grand moment de rencontre. J'ai pu découvrir un acteur talentueux, plein de créativité, et c'est vrai que on a eu beaucoup de chance d'être dans ce tournage, dans ce cadre de vie idyllique. On a passé du temps sur l'île de Gorée et c'était un moment vraiment savoureux où on a eu l'occasion de se découvrir. Écoute, moi je sais que je suis très 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 optimiste pour ton parcours. Parce que tu es talentueux. Moi je te connaissais pas avant parce que t'as vu, voilà, on est tous dans nos vies, mais c'est vrai que cette rencontre a été importante. Et en plus, j'ai beaucoup aimé ton court-métrage qui s'intitule Mon beau cadavre. J'ai trouvé que il y avait une certaine poésie, j'ai été captivée. C'est pas ordinaire et vraiment ça m'a plu. Donc écoute, un grand bravo. Et puis surtout, écoute, plein de bonnes ondes pour la suite de tes projets de tournage. À très bientôt sur les plateaux où on aura l'occasion de se retrouver et de jouer ensemble. Et puis surtout, écoute, je vais reprendre mon One Woman Show, Nathalie Boileau donne tout, sauf la recette, en région parisienne. Alors viens me voir et tu vas voir, on va passer un super moment entre rire et émotion. Je commence par un grand écart facial, voilà. Écoute, je te souhaite une bonne émission. Profite de ce temps de parole qui est très précieux. Et puis, écoute, à très bientôt. Et je vous fais la bise, les garçons. Bye bye, bonne émission. Merci beaucoup Nathalie Boileau. Et oui, Nathalie, elle donne tout sauf la recette. Elle commence par un écart facial, comme elle le dit dans son spectacle. Il faut que tu ailles la voir. Rien que pour Et ça, oui, évidemment. rien que pour ça, tu vas y aller. Alors si elle commence par un écart facial, par quoi elle finit? C'est tout le mystère finalement. C'est un très beau teasing. Dans le canapé. Dans le canapé, tu l'as vu? D'accord. Donc, écoute, oui, vous avez tourné ensemble. Ouais, non, c'est adorable déjà. Je la remercie énormément d'avoir laissé ce mot. Et sans aucune politesse, je lui renvoie la balle avec beaucoup de joie parce que c'est vraiment... Elle a transformé un peu le tournage par sa fraîcheur, sa bonhomie. Et c'était pas toujours facile ce tournage puisqu'on était dans des conditions parfois particulières, et c'est quelqu'un qui a enjolivé le tournage, qui a apporté son soleil intérieur, et elle a vraiment irradié de mille feux le plateau. C'est une personne absolument délicieuse
Et évidemment, on ira voir son écart facial, qui reste très mystérieux pour moi. Et je sais que j'ai entendu que des belles choses, et donc je serais ravi d'aller voir son spectacle, mais je sais qu'il est hilarant, et j'ai entendu des très belles choses sur son spectacle, et je serais ravi d'aller la voir, évidemment. Et merci beaucoup, Nathalie, pour ta douceur et ta gentillesse. Merci beaucoup, Nathalie, une belle âme aussi. Et, alors, toi, tu joues dedans dans Alain de Bourbon, quand même. Oui, la particule. Voilà, on te met la particule dans le Bourbon. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans le tournage? C'est ce que tu expliquais, parce que être un militaire au pays colonisé en 1927, c'est quand même pas évident de jouer ce rôle. Ouais, c'est difficile de se projeter. Alors, je me suis beaucoup documenté, puis Moussa, le réalisateur, est absolument magnifique. Donc, on a eu une très belle relation. Après, c'est vrai qu'on plonge dans l'histoire, donc la documentation était hyper importante. Et puis après, évidemment, dès qu'on met un costume, on devient un peu le personnage. Ça, c'est la joie de ce métier. On nous met une chemise de curé, on est curé. On nous met un chien et une bouteille de 8-6, on est un punk à chien. Voilà. Et donc, du coup, si tu veux, ça te plonge comme ça avec les costumes, les décors, les figurants. Donc, tout d'un coup, t'es porté par l'émotion, par la scène, par les enjeux, surtout politiques. Bien sûr, et c'était un film qui, surtout, visait à réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais. C'était très important, parce que c'est souvent une histoire qu'on oublie, ce que ces gens-là ont fait pour la France, et surtout en ce moment, parfois, avec les tensions qu'on peut entendre de ci, de là. C'était très important pour moi. J'étais heureux de participer à cet effort-là de mémoire, à savoir de leur rendre hommage à ces tirailleurs qui ont libéré la France, qui ont fait au mieux, et puis aussi d'observer droit dans les yeux de la part sombre de l'histoire française dans ces territoires-là. Donc voilà, le film a ses lacunes, a ses beautés. C'était très laborieux parfois, c'était sublime aussi, parce que c'est un pays magnifique, et que le réalisateur y a mis toute son âme et son talent et son génie. Et puis voilà, après, c'est vraiment des films complexes à mener. Peut-être qu'il manquait des choses pour que le succès soit là, et surtout la précision, et que le récit soit bien mené, si tu veux. Mais en tout cas, humainement, et dans l'intention qui était quand même de leur rendre hommage, je regrette vraiment pas cette aventure, ne serait-ce que pour l'écart facial que nous propose Nathalie aussi. On en revient dessus. En tout cas, c'est une belle aventure, et c'est vraiment en plus des très beaux paysages en plus dans ce. Ouais, c'est vraiment un pays. Il a mis les acteurs en avant, mais aussi la beauté du pays. Ouais. Alors par contre, on va commencer aussi par Face au diable. Ouais. Dis-moi tout, cette web série avec Adèle Simpal et Henri Guibet. Alors Henri Guibet, qui est un monstre. Vous êtes juif, Salomon. Oui, t'es juif. Voilà, très connu de Roby Jacob avec Louis de Funès. On peut dire qu'il t'a conseillé, il t'a donné. C'était une belle rencontre avec lui de ce métier, et devenu avec. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, il explique aussi que il est pas dans la. Lui, il a connu l'avant, et là maintenant dans ce côté film numérique. Oui, et puis il a. Sans l'injurier ou lui manquer de respect, il avait un certain âge, et c'était et là toujours, et Dieu merci, c'est juste que c'était un film d'une intensité incroyable en termes de, si tu veux, d'amplitude horaire. On tournait parfois 18 heures par jour, et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint, qui était le premier au rendez-vous, qui avait un panache incroyable. Parce que vous vouliez le matin de bonheur. Ouais, mais c'était un film vraiment avec aucun budget. C'était une mini-série pleine d'ambition, mais sans le budget du tout pour servir ça. Et le réalisateur tenait à ce qu'on soit toujours sur le pont. Et Henri, qui était je crois qu'il avait la 80aine passée, était le plus enthousiaste, quoi. Et ça, c'était vraiment une leçon pour tous les comédiens qui peuvent se plaindre de ceci, de cela. Et tout d'un coup, on voit ce monsieur qui a une carrière incroyable arriver avec une joie d'être là, alors qu'il avait toutes les raisons de se plaindre, lui, parce qu'il avait vraiment un rôle très important. C'est pas comme si tu veux, il avait des heures de repos à gérer dans sa journée, ou d'attente. Et ça m'a vraiment marqué de voir ce comédien par son talent, parce que c'est vraiment, il est impressionnant dans la série. Je trouve que c'est lui qui l'apporte même, et en plus il joue une sorte d'avatar de Jean-Marie Le Pen, et il arrive à le rendre sympathique, pour te dire comme il est doué. C'est ça. Explique un petit peu, parce que moi, Face au diable, le film, en fait, parce que c'est vraiment que c'est intense. Tu joues hyper bien. Justement, Henri aussi, c'est pareil. Il te donne des ordres un petit peu, non ? Mais en fait, c'est une rencontre assez étonnante où moi, en fait, c'est pas dit, mais c'est ça que ça raconte. Donc je révèle le poteau rose, mais je suis une sorte de Besancenot qui tombe amoureux d'une Marion Maréchal Le Pen. Et on a une relation comme ça, et je me retrouve avec, donc du coup, une relation avec ce beau-père-là. Donc on est dans les arcanes politiques, où moi je suis un homme d'extrême gauche qui rencontre une famille d'extrême droite. Et il est sous-entendu, en gros, que c'est ces gens-là qu'on représente, même si c'est jamais dit, mais c'est assez clair quand même. Les sous-entendus sont assez clairs. Et donc c'est
cette espèce de rencontre des contraires, et en même temps on peut penser, voilà, ça arrive dans des familles, on a notre oncle raciste, mais voilà, ça n'empêche pas qu'il puisse être sympathique avant la poire et entre le fromage et le dessert. Et c'est comment en fait des gens qui sont complètement opposés peuvent voilà, avoir des relations malgré tout. Et même si ça, voilà, il y a beaucoup de violence et d'incapacité à un moment donné aussi à faire société ensemble, mais voilà, c'est pas pour autant qu'on pense absolument l'opposé de quelqu'un qu'on peut pas essayer quand même de trouver chez lui quelque chose. Et souvent ça passe par l'amour, tu sais, il peut y avoir comme chez les Roméo et Juliette, c'est interdit d'être ensemble, mais finalement l'amour dépasse tout. Mais en tout cas, je conseille les gens d'aller voir Face au diable parce que ça fait passer des messages quand même aussi. Ouais. Hein, d'actualité aussi, un petit peu. Voilà. Hein, voilà. En tout cas, Olivier, on va continuer. Je sais que tu aimes la musique. Bon, là, rien à voir avec ce que tu aimes parce que je sais que tu aimes Barbara. Ouais. Mais là, c'est rien à voir avec Barbara. On va écouter Tristan Elias, un chanteur qui nous invite à danser et à aimer tant que tu m'aimeras. On ne peut pas vivre sans croire à quelque chose, à une étoile, à une idole, à une rose. Je crois en toi, tu crois en moi, et tous les deux, nous sommes une partie de Dieu. Tant que tu m'aimeras, l'oiseau chantera, l'oiseau chantera. Le printemps reviendra, il reviendra, la montagne refleurira. Amour, il va sortir plus de lumière que d'un soleil, que de l'enfer, que de la guerre. Et les enfants qui nous suivront seront plus forts que toutes les armées de la mort. Tant que tu m'aimeras, l'oiseau chantera, l'oiseau chantera. Il reviendra, la montagne refleurira. Si par malheur le temps venait nous désunir, nous n'aurions plus rien à attendre que le pire, que les ténèbres de l'hiver et du néant. Mais nous n'avons pas peur du temps. Tant que tu m'aimeras, l'oiseau chantera, l'oiseau chantera. Você vai me amar, passarinho, vai
Ça réveille, hein, ça réveille. Ah, j'aime beaucoup. C'est son dernier clip. Vous ne l'avez là, c'est la première en fait. Vous pourrez le voir justement sur Radio Armada dans 20h le bonheur. Merci à Tristan Elias. Il est parti faire son petit clip au Portugal. C'est un mec qui est vraiment superbe aussi. T'as vu ce chant et tout? On se croirait même. Il y a un côté oriental. Il y a tout. Il donne tout et de la joie et de la bonne humeur. C'est ce qu'il nous faut un peu dans la vie en ce moment. Non. Jamais. Pas avec moi, ça. Toi, t'as pas fait l'armée, toi. Non. Attention. Non, alors, me lance pas là-dessus. Me lance pas là-dessus. Non. Bon, on va éviter. On va éviter, évidemment. Par contre, ton frère te disait comme quoi il avait fait l'armée ou... Oui, mon demi-frère, oui, c'est l'ancienne génération. Non, il y en a qui trouvent des bons souvenirs. Et puis, écoute, on verra si c'est réhabilité un jour. Mais je suis passé entre les gouttes en tout cas. Toi, t'y allais? Oui, j'ai fait l'armée. Ouais. Mais tu vois, j'en suis pas mort, c'est que du bonheur. Non, oui. Moi, franchement, non, ça a été vraiment. J'ai très très bons souvenirs de ça. Mais ça fait du bien, je trouve que c'est pas mal aussi. En tout cas, tu écris des longs métrages, des scénarios. Est-il plus important de créer ou de jouer? Tu veux dire ce que je préfère? Oui. Ça n'a vraiment rien à voir, mais. Dans l'idéal, si je vais à choisir, je choisirais de réaliser et d'écrire. Ouais. Tu préférerais? Ouais. Alors tiens, pour la peine, je t'offre le petit bouquin L'Art du Bonheur. Génial. Avec où tu pourras écrire justement toutes tes confidences. Un scénario sur cette émission. Ah voilà, exactement. Voilà. Et ça serait génial. On peut faire une belle histoire. Alors, je voudrais, avant de parler de livres, je voudrais parler de Rougemont, film d'Olivier Chantereau, donc toi. C'est une histoire réelle ou une fiction? Attends, Rougemont. Ah non, Rougemont, non, c'est pas du tout de moi. C'est un auteur. Oui, parce que tu as écrit ami. Justement. Donc voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est un auteur ami et qui a écrit ce livre et il m'avait proposé de faire une lecture d'une de ses pages. D'accord. Et il voulait adapter un premier de ses romans. Oui, en film. Mais c'est pas, c'est dans les tuyaux, mais ça. C'est dans les tuyaux, mais c'est compliqué parce que si tu veux, avec le confinement, il y a des embouteillages hallucinants. De se faire produire un film, c'est très complexe. D'accord. Mais cet auteur, oui, m'avait proposé d'interpréter le premier rôle de son roman qui se passe dans le monde berlinois, de la fête berlinoise. Voilà. Donc j'espère que ça viendra un jour, mais voilà, tout ça a été un peu freiné par les... La voix, quand j'ai écouté le texte et quand tu joues, mais... Waouh! Ouais, c'est gentil. Tu m'as fait penser que j'ai reçu Valentin de Carbonnière. Pareil, une voix très, très chaude et rock à la fois. Et tu envoûtes les gens dans ce texte, en fait. Quand tu m'aimeras, en tout cas. Quand tu m'aimeras, encore. Voilà. Alors, on va faire je vais présenter un livre, le livre du mois. C'est Le Dire enfin d'Agnès Ledigue chez Flammarion. Magnifique histoire. En fait, c'est des gens qui s'aiment et puis qui, en fait, au lieu de chercher à ne pas le dire, ils arrivent à se dire, vaut mieux le dire parce que comme ça, au moins, les choses sont dites et on avance dans la beauté. Vous avez, alors là, ça va te plaire puisque Notre Monde selon Balzac. Voilà, le nouveau livre Ce Monde selon Balzac, édition Ellip. Et après, j'ai un autre livre. J'ai trouvé ça pas mal. Une jeunesse de Marcel Proust avec Evelyne Bloch-Dano, édition Stock. Alors, Evelyne Bloch-Dano fait partie de l'association de Cabourg, le musée de Cabourg avec Proust, c'est-à-dire la Villa du Temps retrouvé. Voilà, c'est une femme formidable, adorable, et je te conseille de lire les trois déjà. Mais le livre de Proust, je pense que ça va te plaire parce que je sais que tu aimes tout ce qui est Balzac. Ouais, j'ai adoré la recherche, et puis j'avais fait le festival de Cabourg aussi qui rend hommage souvent à Proust. Et oui, c'est magnifique, évidemment, c'est des auteurs fabuleux. Et il y a le musée de la Villa du Temps retrouvé qui est ouvert depuis peu de temps. Je t'invite à aller voir ce musée qui retrace pas que Proust, attention, mais en tout cas, c'est une très belle, un beau musée et une très belle histoire qui est racontée dans ce musée. Ton actu, ton court-métrage avec Alex Luce. Alors non, ça c'est un long métrage de Thibaut Ségouin. Voilà, j'avais fait un court métrage avec lui qui s'appelait Les Deux Couillons et avec Sébastien Chassagne qui avait une belle vie. je te reprends parce que là tu pars en cacahuète. Non, c'était c'est Thibaut Ségouin, il avait fait un premier cours il y a 1 an avec Sébastien Chassagne et on avait fait un beau parcours en festival et là il commence son premier long métrage. Donc c'est une belle aventure avec lui où j'avais fait un court, maintenant c'est un long. C'est un long avec Alex Lutz, Lucie Debay,
Golshifteh Farahani et moi-même qui fera le frère d'Alex Lutz. Et voilà, on commence le 8 juin. Je suis très heureux parce que c'est très émouvant de voir un ami que je connais depuis 10-15 ans. Donc tu joues le frère d'Alex Lutz réaliser son premier film. Je suis très content d'être de l'aventure. Ouais, et puis alors, il est connu sous Catherine et Liliane, bien sûr. Mais c'est un homme formidable parce qu'il a plusieurs casquettes. Il est entier, il est multifacette, on va dire. Ouais, il a fait un spectacle qui est vraiment fabuleux. Il a aussi eu un César du meilleur interprète pour Guy Jammet, qui est un film fabuleux où Thibaut aussi était co-scénariste, qui est sur un chanteur comme ça, imaginaire, à la retraite, qui nous plonge dans une nostalgie assez étonnante. C'est vraiment un film bouleversant et son rôle est magnifique. Donc il sait à peu près tout faire, j'ai l'impression. Et là, dans ce film, il fera une sorte de beautiful loser. Et moi, j'aurai la difficulté d'être le frère sur qui on peut se reposer. Mais ça va être du bonheur. Je pense que ça va être du bonheur. Et après, tu as aussi quelque chose de prévu pour 2022 ? Pour 2022, cette pièce de théâtre de Racine, j'espère, je pense que ça sera dans ces eaux-là. Et puis non, même demain, qu'est-ce que tu fais toi demain ? Demain ? Écoute, demain je m'en vais, je vais faire un tour. Et écoute, demain, tu vois, je pourrais aller voir La Maison des Bois de Maurice Pialat, par exemple. Parce que sublime. Je sais que tu aimes ça. Et il y en a un autre aussi que tu aimes beaucoup, de Jean Gabin, La Belle Équipe. Ouais, ça c'est vraiment des films fabuleux. La Maison des Bois, je le conseille, tout ça évidemment. Mais La Maison des Bois était sur Arte, je sais pas s'il y a encore, c'est assez rare, mais il se trouve aussi sur YouTube. C'est fabuleux, c'est une série, comme les gens regardent beaucoup de séries. Et c'est une série méconnue de Maurice Pialat. Et c'est vraiment, c'est une des choses les plus belles que j'ai jamais vues de ma vie. En tout cas, merci beaucoup Olivier. C'est toi, merci. On a fait une belle équipe ce soir. Ouais. Je remercie vraiment tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Olivier d'être venu dans 20h le bonheur. Merci tu prends soin de toi. Oui. On était en direct sur Radio Armada. Je remercie tous les chers auditeurs. Merci encore de nous avoir suivis sur 20h le bonheur. Et je vous dis à mardi prochain et prenez soin de vous. Bye bye. Armada.